Bonjour à tous, donc nous sommes aux Imaginales 2021, je suis en compagnie de Victor Fleury, donc l'auteur chez Brajlon de l'Empire électrique et de la trilogie La Croisade éternelle. Et justement, Victor, est-ce que tu peux nous parler de La Croisade éternelle qui vient de se terminer cette année? Alors en effet, ça s'est terminé cette année. La Croisade éternelle, c'est une trilogie. J'ai donc le dernier tome, le troisième tome est sorti en octobre. Et c'est un grand plaisir de voir cette histoire se terminer parce que en fait, c'est une histoire épique, c'est une histoire mythologique. Et puis donner une fin à ces personnages, c'est incroyablement émouvant, d'autant plus quand on s'est accroché à ces personnages. En fait, je vais vous parler du début et puis de l'ambiance un peu. Alors on est dans un univers qui ressemble à la Mésopotamie antique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à l'Égypte antique en plus orientale. Donc vous avez des grands palais d'or, des cités blanches, des pyramides à étages, des cités perdues dans le désert, des terres arides, des peuples aux langues exotiques. Et en fait dans ce décor, vous avez Nisaba. Alors Nisaba c'est qui? C'est une esclave. C'est une jeune femme. On sait d'ailleurs pas pourquoi elle est esclave et comment elle l'est devenue. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle sert un membre de la famille royale, Akurgal, qui est un jeune prince qui est plutôt beau, intelligent, il a plein de qualités, mais il est un peu pourri gâté. Il a toujours eu tout cuit dans le bec, et donc le jour où il doit être couronné héritier par sa mère, la reine prêtresse, eh ben il n'est pas là. Il est dans un lupanar, ivre-mort avec ses amis. Nisaba essaye d'aller le chercher, de le ramener en catastrophe. Ça ne marche pas. La reine-mère est folle furieuse. Elle décide que ce ne sera pas lui l'héritier, ce sera sa sœur de 15 ans. Seulement, à Kourgal, il n'est pas du genre à laisser passer ça. Il décide de partir à la guerre pour montrer sa valeur et peut-être reconquérir sa place d'héritier. Seulement, c'est pas lui le héros de cette histoire. Ce sont les esclaves qui l'accompagnent. Parce que ce prince, il a 6 esclaves qui sont liés à lui par des malédictions. Alors, en fait, dans la famille royale, ils ont des pouvoirs. Et donc, ils peuvent se lier à leurs esclaves. Nisaba, l'héroïne par exemple, c'est son esclave de peau. Ça veut dire que tout ce que le prince ressent physiquement, l'esclave le ressent aussi. Donc, le prince se fait mal, elle a mal. Il a d'autres esclaves, un esclave de force qui s'entraîne jour et nuit, et le prince a des tablettes de chocolat sans rien faire. Ensuite, il a un esclave de mémoire, c'est un scribe très savant qui apprend des langues étrangères, et tout va automatiquement dans la tête du prince. Donc je ne vais pas vous spoiler les 6 esclaves, mais ces esclaves forment une petite famille dysfonctionnelle qui vont devoir accompagner le prince dans son périple, parce que si le prince meurt, ils ont de grandes chances de tous mourir, parce qu'ils sont liés par ces malédictions. Et donc ils sont très inquiets, d'autant plus que le prince n'a pas d'expérience en tant que général ou guerrier, donc c'est très dangereux. Et en plus quelqu'un veut l'assassiner, ce prince. Les tentatives d'assassinat se multiplient. Et donc durant le voyage qui les mène jusqu'au front, jusqu'à la guerre, ils doivent traverser tout un empire qui est fait d'une mosaïque de peuples exotiques, de cultures différentes, de langues diverses. Et donc ils vont devoir traverser pas mal de péripéties avant d'arriver enfin à la guerre. Et donc déjà dans le premier tome vous avez les réponses aux questions qu'on se pose. Qui est Nisaba? Pourquoi elle est esclave? D'où vient cette malédiction qui la lie au prince? Et ensuite dans les tomes 2 et 3 eh bien, vous avez d'autres voyages dont je ne dirai rien. Par contre je peux vous dire que je m'inspire énormément de la mythologie grecque. Donc ce que j'aime beaucoup c'est en fait reprendre des mythes fondateurs de la mythologie grecque et de les mener sur des chemins qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire en fait je reprends des thèmes qui sont vieux comme le monde, mais en jouant avec le lecteur. Voilà. Et justement, ce voyage, donc on voit des cités-états, des ziggourats, et là tu parles justement des mythes, ils vont rencontrer des créatures mythologiques, j'en dirai pas plus. Mais où est-ce que tu fais tes recherches par rapport à ça? Alors, en fait, je lis énormément de livres d'histoire, notamment dans la collection Belin. Vous avez une collection qui s'appelle Mondes Anciens. C'est des très gros livres de quelques milliers de pages, avec des documents iconographiques en couleur. C'est génial. Enfin, moi, j'adore me repaître de cette matière. Et puis, voilà, j'ai été bercé comme tout le monde par les histoires de la mythologie. Et puis j'aime beaucoup aussi les chocs civilisationnels, enfin les incompréhensions plutôt civilisationnelles. Par exemple, à un moment donné, on voit le prince qui passe dans une ville qui s'appelle Arsa, un port qui est vraiment le plus grand port de l'Empire. Donc tous les peuples s'y croisent, vous avez des langues et des marchands de toutes sortes. Et en fait, quand il passe dans les rues, la population doit s'agenouiller. Donc c'est genoux sur le sol et front au sol. On rigole pas, dans la famille des Ennéides, ce sont des dieux vivants, ils prétendent descendre des dieux eux-mêmes. Or, ils vont croiser un groupe de marchands mélouates qui, eux, ils s'agenouillent seulement. Ils ne mettent pas le front au sol. Et donc, c'est un affront
complet, le prince s'arrête, et donc là tout de suite on a une tension énorme parce que le prince finalement n'est pas traité comme il devrait l'être, et il s'arrête à ce détail qu'il considère comme très important, et il se met en position d'être humilié en fait, hein. Et rien que voilà, le cérémonial peut entraîner finalement des tensions presque plus fortes qu'une scène d'action. Et j'aime beaucoup jouer avec la culture et avec les ressentis des personnages sur ces détails qui n'en sont pas, hein. Vous-même, vous avez sans doute été déjà dans une position sociale où vous vous êtes dit on me traite injustement, ça va pas. Par exemple, vous êtes chez le médecin, 3 personnes passent avant vous alors qu'elles étaient arrivées après et qu'elles n'avaient pas rendez-vous. Ça crée une tension, et c'est une tension civilisationnelle, hein, et ça me semble intéressant dans un livre. Voilà. Okay. Et justement, ces civilisations-là, tu les as confrontées dans d'autres romans, donc l'Empire électrique, où on reprend grossièrement, hein, c'est Napoléon a gagné, la France domine le monde grâce à la technologie de l'électricité. Et est-ce que justement tu peux nous parler un peu de cet univers-là? Et il me semble que tu as une actualité très très chaude qui va arriver en 2022. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, tout à fait. Alors pour rappel, l'Empire électrique et l'Homme électrique, ce sont 2 livres indépendants, parce que dans mon univers électrique, qui est un univers Voltapunk, alors pourquoi je dis Voltapunk au lieu de Steampunk? D'abord c'est parce que la science électrique domine le monde, et pas la vapeur, donc vous avez des jaillissements d'électricité partout. En fait, l'image que j'aime évoquer, c'est la bobine de Tesla. Vous avez des jaillissements d'électricité partout, donc ça donne un graphique, un ressenti de l'univers qui est un peu particulier, avec des couleurs, des jaillissements, des vrombissements, l'électricité, ça vit, ça crépite. Et puis surtout, je dis Voltapunk aussi comme ça, je suis le seul à faire du Voltapunk et donc je suis le meilleur dans ma catégorie, c'est génial. Et donc l'Empire électrique et l'Homme électrique, c'était 2 livres très différents. Dans l'Empire électrique, vous aviez 6 histoires, avec chaque histoire était centrée sur un personnage qu'on connaissait, Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, Arsène Lupin, et d'autres, et à chaque fois j'uchronisais le personnage, donc en fait je rendais le personnage différent parce qu'on est dans un monde différent. C'était 6 histoires qui n'étaient pas liées entre elles mais qui avaient des liens discrets. L'Homme électrique, c'était un roman à part entière qui peut se lire complètement indépendamment, qui met en scène le valet. Alors lui c'est un androïde qui a été créé, d'ailleurs on ne sait pas par qui il a été créé parce que lui-même l'a oublié, mais il est employé par les services secrets de l'Empire pour faire des choses abominables, assassinat politique, infiltration d'opposants, etc. Il peut arracher les visages, les mettre sur son propre visage pour devenir n'importe qui. Il peut télécharger vos souvenirs après vous avoir trépané, et en fait cette machine va devenir de plus en plus humaine. C'est une machine qui va en fait développer un effet secondaire, une âme, et qui va se demander pour qui je travaille, quel était mon passé, pourquoi est-ce que je fais ça, qui m'a créé. Donc là c'était vraiment sur la thématique du robot qui s'ouvre à l'humanité. Et ce dont tu parlais, c'est effectivement un nouveau roman dans cet univers. Et je suis très enthousiaste à ce propos, parce que j'ai essayé de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait à mon sens. Alors je suis allé dans le colonial punk. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on quitte l'Europe et qu'on va en Afrique. Et pas n'importe où en Afrique, on va au Congo, qui est quand même le théâtre des pires atrocités qui ait pu engendrer la colonisation. Mais je tiens à préciser que mon roman est un roman d'aventure. C'est-à-dire je reprends les codes de l'aventure. On a 2 agents de l'Empire. L'un qui est un journaliste de salon qui a jamais quitté son bureau rassurant parce qu'en fait il écrivait des articles pour brosser les politiques dans le sens du poil, et il a commis une erreur, il va être envoyé en Afrique. Et l'autre c'est un officier noir de l'armée coloniale, donc qui a un peu le cul entre 2 chaises, et puis c'est un personnage qui est complexe. Et en fait ces 2 personnages vont se retrouver, on va leur confier une mission, celle de remonter le fleuve Congo, parce que vous avez des vagues électriques qui déferlent depuis l'amont, et l'Empire ça lui va pas du tout, parce que du coup la colonisation du Congo s'en trouve ralentie. Et donc ces 2 personnages vont s'enfoncer dans la jungle, une jungle qui n'a pas été une jungle qui n'a pas été découverte par les Européens, où vous avez toutes sortes de dangers. Donc là on est vraiment dans l'imaginaire classique de la jungle. Sauf que en fait j'aime dire que on fait une aventure, mais une aventure qui a appris de l'histoire. On n'est pas au 19e siècle, on sait ce que c'est la colonisation, on sait que c'est dégueulasse, on sait que les dangers de la jungle, c'est pas forcément ceux auxquels on pense. Je donne 2 exemples. À un moment donné, nos héros sont confrontés, on leur dit il y a des cannibales dans la jungle, etc. Bon, et ben les cannibales, ce sont des blancs, et on verra pourquoi. Vous voyez, on renverse les codes.
On a également Rimbaud dans ce roman. Et Rimbaud, c'est un personnage. Et donc, avec mon co-auteur, Vincent Longrive, qui est un poète absolument fabuleux, on a réécrit Rimbaud en imaginant que Rimbaud avait continué à vivre après son amputation et donc est un aventurier en Afrique, donc il écrit des poèmes voltaïques, africano-voltaïques. Et donc en début de chapitre, vous avez souvent des poèmes de Rimbaud. Il n'a pas écrit les illuminations, il a écrit les électrocutions. Donc là on s'est fait plaisir. Et puis bien sûr vous avez toutes sortes d'animaux dangereux, éléphants, singes et autres. Vous avez d'ailleurs que vous n'allez pas croiser sous leur état entre guillemets classique. Je vous dis, c'est un roman qui joue avec les codes. Donc apprêtez-vous à vous enfoncer au plus profond de la jungle, mais je vous mets au défi de deviner ce que vous allez y trouver. Voilà. Super, parce que du coup j'ai une dernière question pour toi. Si t'es plutôt Ubuck la Grande ou Lion électrique? Alors je suis les deux, forcément, hein. Mais alors moi ce qui m'intéressait dans la Croisade éternelle, c'est la différence entre les villes, parce qu'en fait on entre dans beaucoup de villes, mais elles sont très différentes. Ubuk c'est vraiment la ville populeuse, la métropole, et puis c'est le lieu de pouvoir. Donc tu as le palais qui est en hauteur, le palais blanc qui est immaculé, alors que juste à côté tu as la ville basse qui est vraiment le bouge infâme où les égouts se déversent avant d'aller dans le Purat, le fleuve qui est en fait le Tigre, hein. Et puis à côté de ça, tu as d'autres cités. Souche par exemple, c'est vraiment la cité frontalière. Et c'est des gens qui copient la civilisation, ce qu'ils estiment être la civilisation, parce que c'est toujours pareil, hein. On est toujours le barbare de quelqu'un. Et en fait, qui vont se référer à Ubuk, mais en même temps, ce sont des gens qui descendent du peuple des montagnes, des montagnards. Donc ce sont des barbares selon les codes de la civilisation d'Ubuk. Et donc ils sont comme ça entre les deux. Et leur ville également entre les deux. Vous avez une aristocratie qui essaye de ressembler à celle d'Ubuk, et puis un peuple qui lui est plus proche des montagnes, et qui est plus frustre, et qui est plus proche peut-être de certaines valeurs de vie simple que n'a pas du tout Ubuk. Donc c'est ces différences entre villes qui me plaisaient. Alors que dans le cas du Lion électrique, moi ce qui m'amuse c'est de revisiter une ville qu'on connaît déjà pour la transformer. Donc vous allez retrouver, si vous connaissez Lyon, vous allez retrouver la place Bellecour, qui est une grande place sur laquelle est construite la sûreté. Donc en fait c'est une place où vous avez plein d'agents de la sûreté en costume noir qui surveillent, donc c'est très gardé. Vous avez l'électricité qui a transformé cette place, donc des décorations électriques qui illuminent, qui en font la ville, parce que Lyon c'est la ville des lumières, et là c'est vraiment la ville lumière à la place de Paris, hein. Et puis au lieu d'avoir la cathédrale de Fourvière, vous avez le palais de Fourvière, le palais des Bonaparte, qui est un immense édifice rococo qui traîne à la place de la cathédrale de Fourvière. Vous avez également un barrage qui coupe en deux la colline de la Croix-Rousse, qui permet d'alimenter en hydroélectricité toutes sortes d'usines électriques justement. Donc voilà, c'est vraiment réinventer l'histoire, hein, dans le cadre du Lion électrique, d'autant plus que le projet de déplacer sa capitale à Lyon était un projet qui avait été envisagé par Napoléon. Il avait même envisagé, il y avait déjà des plans et des représentations du futur palais du roi de Rome qu'il voulait y édifier. Donc c'est vraiment pas un délire, hein, le Lyon, capitale de l'Empire français. Au départ, je suis parti de la rêverie de Napoléon lui-même. Voilà. Ok. Merci beaucoup Victor pour cette discussion, cette vidéo, et j'espère que ton salon va bien se passer. Et vous, n'hésitez pas à aller sur le site, découvrir ce qu'on a pensé des textes de Victor. Vous allez très vite comprendre pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est dépaysant, notamment dans l'imaginaire français. Merci à toi Victor. Merci.